Hervé m'a demandé de parler des déformations de la Terre et un petit peu du type de recherche que je fais dans mon travail de professeur d'université à l'université de Purdue. Comme dans toute université, je fais certaines charges d'enseignement et aussi beaucoup de recherche. Et ma spécialité de recherche concerne la géodésie spatiale, un outil, plus particulièrement le GPS, que vous connaissez tous, je pense. C'est le Global Positioning System. C'est un outil très versatile qu'on trouve maintenant dans les voitures, qu'on trouve dans les téléphones portables, qu'on a sur les bateaux, etc., etc., et qui sert à se positionner, qui sert à naviguer dans des cartes et à se repérer en temps réel partout sur la Terre et à tout moment. Alors moi, j'utilise cet outil dans un mode très précis. On verra tout à l'heure plus en détail comment ça fonctionne. Et j'utilise cet outil pour non pas suivre la trajectoire de ma voiture ou de mon bateau ou de mon avion, mais je l'utilise pour suivre la trajectoire des plaques tectoniques, suivre la trajectoire de la croûte terrestre quand elle se déforme pendant les séismes. Et on va illustrer ça avec quelques exemples. Alors, vous savez que la sismicité de la planète est organisée. Vous avez eu des cours de tectonique des plaques, donc le genre d'image que vous voyez là doit vous rappeler quelque chose. Vous voyez en noir les séismes majeurs sur ces 40 dernières années sur la Terre, et vous voyez que les séismes dessinent des bandes, par exemple au milieu de l'Atlantique, par exemple le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, et que ces bandes de séismes matérialisent des frontières entre des plaques, ce qu'on appelle les plaques tectoniques. Les plaques elles-mêmes, eh bien, sont les zones qui sont quasiment dépourvues de sismicité, pour lieu à des séismes. Donc c'est cette sismicité qui organisée, qui définit finalement la tectonique des plaques, enfin la géométrie des plaques tectoniques, qui elles sont rigides, et puis les frontières entre les plaques tectoniques, c'est là où se passe que vous devez déjà connaître. Plus en détail maintenant, ça aussi je pense que c'est un rappel. Vous savez que ces plaques tectoniques donc, qui sont constituées de ce qu'on appelle la lithosphère, en gros les 100 premiers kilomètres de la Terre, rigides, elles flottent, littéralement elles flottent sur un manteau sous-jacent qui est visqueux, et elles se déplacent à des vitesses très lentes, de quelques millimètres à quelques centimètres par an, et constante, en tout cas constante à l'échelle de quelques millions d'années, ou quelques milliers d'années certainement. Alors, ces mouvements relatifs des plaques donnent lieu à la frontière entre ces plaques, à différents types de processus, depuis la subduction. Vous voyez deux exemples de subduction ici, à gauche, subduction océan-océan, qui crée un arc insulaire, à droite, subduction océan-continent, qui donne lieu aussi à du volcanisme. Ça, sont les mouvements de convergence. Vous voyez aussi au milieu de l'écran une dorsale médio-océanique. C'est là où la croûte terrestre océanique se forme, et ces dorsales médio-océaniques sont décalées parfois par des grandes failles transformantes avec un mouvement de coulissage latéral de part et d'autre. Donc, ces mouvements relatifs des plaques qui sont lents, qui sont constants, s'expriment par de la déformation à leurs frontières, et cette déformation, elle se matérialise évidemment à l'échelle géologique par la formation de chaînes de montagnes, par exemple, mais à une échelle de temps plus courte, cette déformation s'exprime par des séismes. Alors parlons un petit peu de séismes. Vous avez là devant vous deux exemples, deux photos qui illustrent le résultat géologique finalement de deux séismes. Vous voyez en haut à gauche une route qui, si vous la poursuivez vers le milieu et l'arrière-plan, vous voyez qu'elle est décalée d'environ 1 mètre, 1 mètre 50 vers la droite. Et ce décalage est dû à un séisme qui a eu lieu en 2001. Ici, on est en Alaska, séisme de magnitude 7.9, donc un très haut séisme. Et vous voyez en dessous un bloc diagramme qui illustre le type de mouvement qui a eu lieu lors de ce séisme. Donc ça, c'est instantané.
Ça se passe en une fraction de seconde ou en quelques secondes, ça dépend du type de séisme. Alors, à droite maintenant, vous avez un autre séisme, 1999 à Taïwan, un séisme qui a fait beaucoup de dégâts, magnitude 7,3. Vous voyez la piste d'athlétisme là de cette université qui a subi une déformation très significative. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là aussi, il y a eu une rupture dans la croûte terrestre, un séisme qui a fait chevaucher le bloc de droite au-dessus du bloc de gauche, comme l'illustre le petit bloc diagramme dessous. Donc, tout ça pour dire quoi? Que le mouvement des plaques tectoniques, ce mouvement lent dont on parlait juste à l'instant, il exerce bien sûr des forces aux frontières des plaques, et ces forces s'accumulent inexorablement avec le temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la résistance mécanique de la frontière de plaque, de la croûte terrestre, dans une zone frontière de plaque, soit excédée par les forces mises en jeu. Et à ce moment-là, la Terre casse, la croûte terrestre casse, et c'est le séisme. Voilà, une dernière diapo un peu d'intro ici, pour faire un petit peu le lien maintenant dans le temps entre les séismes et puis les processus à plus long terme. Là, vous voyez sur cette figure une vue aérienne de montagnes dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Alors vous voyez que les montagnes sont très hautes, il y a de la neige dans les sommets que vous voyez en arrière-plan. C'est une chaîne de montagnes, et les chaînes de montagnes, il faut bien les fabriquer, il faut bien les faire sortir de l'eau par un processus physique, un processus géologique quelconque. Alors évidemment, la Nouvelle-Zélande est une île qui existe parce qu'elle se trouve sur une frontière de plaques, et sur une frontière de plaques d'un type un peu complexe qui combine à la fois de la convergence, donc subduction, et aussi du décrochement, du coulissage. Donc ce sont les forces accumulées à cette frontière de plaques et les séismes les uns après les autres qui créent le paysage que vous avez devant les yeux. Alors dans ce paysage, vous voyez probablement une vallée, je ne sais pas si mon pointeur est visible. Est-ce que vous voyez mon pointeur sur l'écran ou pas du tout? Oui, Eric, oui. Pas de problème. Bon, donc vous voyez mon pointeur ici qui suit cette vallée, qui remonte cette vallée, et vous voyez que la vallée elle est extrêmement rectiligne, et vous voyez qu'elle est marquée par une fracture, par une faille. Eh bien, cette vallée, c'est le lieu de passage d'une faille tectonique active sur laquelle il y a eu des séismes dans le passé. Donc là, vous avez un paysage géologique long terme, mais un paysage géologique actif, puisque cette faille, telle qu'on la voit dans le paysage, est une faille qui est très fraîche, une faille sur laquelle il y a eu des séismes récents. Alors, maintenant, restons toujours en Nouvelle-Zélande et changeons un petit peu d'échelle de temps. On regardait une chaîne de montagnes, donc on regardait des millions d'années d'histoire. Là, maintenant, regardons dans la péninsule, toujours dans la péninsule sud de la Nouvelle-Zélande, un paysage côtier avec des terrasses marines. Est-ce que vous pouvez sans doute voir ici la côte, le trait de côte, et puis une première marche d'escalier ici, une deuxième marche d'escalier ici, une troisième qui est un petit peu moins bien marquée ici. Ces marches d'escalier, elles font chacune environ 2 à 3 mètres de hauteur. Et ces marches d'escalier, en fait, elles sont dues à des séismes. Chaque fois qu'il y a un séisme, eh bien, la Terre émerge un peu plus, et donc une nouvelle plage se forme, une nouvelle terrasse se forme, si vous voulez. Donc vous avez devant vos yeux, là, l'évidence de au moins 3 séismes majeurs qui ont surélevé cette petite péninsule. Donc vous multipliez ça à l'échelle des temps géologiques, et bien sur plusieurs millions d'années, évidemment, ça vous fait émerger des montagnes qui peuvent avoir plusieurs milliers de mètres de hauteur. Et le séisme lui-même, par quoi il se manifeste? Donc cette fois-ci, on change encore d'échelle de temps, on était sur la première figure aux millions d'années, sur la deuxième figure avec les terrasses marines à l'échelle de quelques milliers d'années, puisque ces séismes se répètent tous les 200, 300, 500 ans. Maintenant, si on regarde à l'échelle d'un seul séisme, donc de quelques secondes, eh bien voilà ce que crée un séisme. Ici encore, un autre exemple d'une route qui est barrée par une faille, par une fracture sismique qui s'est produite lors d'un séisme. On est toujours en Nouvelle-Zélande. Donc vous prenez cette figure là que vous avez devant les yeux, vous la multipliez par des milliers à l'échelle des temps géologiques et vous créez une chaîne de montagnes. Évidemment, d'autres processus d'érosion, etc. entrent en jeu pour donner la forme aux montagnes, la forme qu'elles ont actuellement.
que la position des continents change avec le temps. Ça, c'est la tectonique des plaques que vous connaissez, au moins en théorie. Les paysages aussi changent avec le temps. C'est ce qu'on vient de voir avec l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Ce sont des changements qui sont très lents pour ce qui concerne les mouvements des plaques et qui sont globaux. C'est la Terre entière qui se déforme de cette manière. Et parfois, ils sont rapides, soudains et locaux. C'est le cas d'un séisme. Donc, ces déplacements sont-ils mesurables ? C'est ce dont on va parler maintenant. Je vous laisserai lire à tête reposée la petite blague qui est dessous. Là. Alors, peut-on mesurer tout ça? Peut-on mesurer tout ça? C'est ça qui m'a, quand j'avais à peu près vos âges, un petit peu plus, c'est ça qui m'a lancé dans cette aventure de recherche. Est-ce qu'il était possible, ma question c'est est-ce qu'il était possible de mesurer tous ces phénomènes? Vous savez sans doute que Wegener a échoué dans sa tentative de convaincre les scientifiques de la véracité de la dérive des continents. Et une des raisons pour lesquelles il a échoué, c'est qu'il n'était pas capable de mesurer. À l'époque, on n'était pas capable de mesurer cette dérive des continents, parce qu'elle se passait évidemment à des vitesses que l'on connaît maintenant être millimétriques ou centimétriques, et aucune technique n'était disponible pour faire ce genre de mesure. Alors il se trouve que nos jours, on a accès à plusieurs techniques. Le GPS. Comme je disais en introduction, le GPS, c'est une technique que vous connaissez sans savoir. Hein. Vous faites plein de choses compliquées, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans savoir. Et bien, quand on utilise un GPS dans son téléphone portable ou sur son bateau, eh bien, on fait des choses assez complexes sans le savoir. Alors, le GPS, le système GPS, c'est un système de géodésie spatiale basé sur des satellites qui sont quelque part, très loin, 20 000 km de la Terre. Et j'en ai illustré 3 ici, satellite 1, satellite 2, satellite 3. Et ces satellites, ce qu'ils font en continu, eh bien, c'est très simple. Ils font une seule chose, et ils envoient un signal radio vers la Terre. Et évidemment, vous, sur Terre, avec votre petit récepteur, petit ou gros récepteur GPS, eh bien, vous enregistrez ce signal. Alors, le signal, il est émis par le satellite à une heure, à un temps donné. Il se propage, si on prend satellite 1, il est émis à un temps donné, il se propage le long du trajet marqué en vert ici, ça prend un certain... Votre récepteur GPS, il enregistre un signal radio qui est émis par le satellite à un temps donné. Il connaît donc le temps d'émission de ce signal. Il connaît aussi le temps de réception de ce signal. Donc si on fait la soustraction temps d'émission moins temps de réception, on a le temps de propagation du signal radio depuis le satellite jusqu'au récepteur. Comment convertir ça ensuite en une distance? Eh bien simplement en multipliant ce temps de propagation par la vitesse à laquelle se propagent les ondes électromagnétiques, qui est, je demande à la salle, quelle est la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide? Alors? La vitesse de la lumière, à peu près, hein, on va dire. On n'est pas tout à fait dans le vide parce qu'il y a une atmosphère, mais donc si on multiplie ce temps de propagation par la vitesse de la lumière, on obtient la distance, c'est ce que j'appelle ρ1 ici, la distance entre un satellite et puis l'utilisateur avec son récepteur. Donc si c'est la seule information qu'on a, eh bien, vous savez à ce moment-là que vous êtes situé quelque part sur une sphère de rayon ρ1 qui est centrée sur le satellite, et c'est ce que j'ai illustré par cet arc de cercle ici. Si c'est la seule information, si ρ1 est la seule information dont vous disposez, vous savez que vous êtes quelque part sur une sphère centrée sur le satellite 1. Alors évidemment, plusieurs satellites sont disponibles de manière simultanée. Vous faites la même chose avec le satellite 2. Donc, même chose, vous mesurez ρ2. Vous savez maintenant que vous êtes à l'intersection de la sphère verte et de la sphère bleue. Et l'intersection de deux sphères, c'est quoi? Un cercle. Donc vous n'avez toujours pas votre position, donc vous utilisez un troisième satellite, et un troisième satellite vous donne votre position à nouveau ρ3, et vous savez que vous êtes sur la sphère rouge, donc vous faites l'intersection de 3 sphères, et l'intersection de 3 sphères, c'est quoi? Ça, ils ont trouvé. Ils ont trouvé, c'est 2 points. Hein, c'est 2 points. Ou 1 si... bon, c'est 2 points.
de manière générale, et l'un d'entre eux sera situé à la surface de la Terre. C'est comme ça que vous déterminez votre position. Alors mathématiquement, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas tellement. Mais de manière mathématique, on utilise simplement l'expression des distances ρ1, ρ2, ρ3 pour déterminer de manière mathématique, par le calcul, la position. Alors, quelle est la précision? Parce que c'est bien beau de faire tous ces calculs. Quelle est la précision des mesures? Il se trouve que la précision de la mesure de distance telle qu'on l'obtient avec des GPS de qualité scientifique, on va dire, est de l'ordre de 0,1% de la longueur d'onde du signal GPS, qui est de 20 cm. Donc 0,1% de 20 cm, c'est fait mieux que 1 mm. On est donc capable de mesurer ces distances ρ1, ρ2, ρ3, qui sont de l'ordre de 20 000 km, c'est l'altitude des satellites GPS, avec une précision qui est millimétrique. Et cette précision millimétrique, c'est ça qui nous permet de déterminer la position d'un point, la position de l'utilisateur et de son récepteur, avec aussi une précision de quelques millimètres, on va dire. Alors ça, c'est pas du tout le mode de fonctionnement que vous utilisez quand vous avez un GPS sur un bateau ou sur le téléphone portable. Dans les GPS à 100 € ou quelques centaines d'euros, même quelques milliers d'euros qu'on achète dans le commerce, vous donne une précision qui va être de l'ordre de la dizaine de mètres à quelques mètres au mieux. Évidemment, si la précision de votre position est de l'ordre de quelques mètres et que vous cherchez à mesurer la position de votre bateau, ça va très bien. Mais si vous cherchez à mesurer la position d'une plaque tectonique et son déplacement au cours du temps qui se passe à des vitesses de quelques millimètres par an, il vous faut une précision instrumentale qui est aussi de l'ordre de quelques millimètres. Donc faites-moi confiance, cette précision de l'ordre du millimètre, c'est ce qu'on obtient après pas mal de calculs quand on utilise des GPS de compétition, on va dire des GPS de qualité scientifique. Donc un peu plus en détail comment ça fonctionne. Alors en haut à gauche, là, vous avez la Terre qui est entourée de cette constellation de satellites GPS qui émettent des signaux vers la Terre en continu, et c'est cette constellation qui nous permet de fonctionner, d'avoir nos positions de manière précise. Vous avez en bas à gauche un exemple d'une station GPS permanente. Alors évidemment, quand on veut faire des mesures GPS très précises pour suivre le mouvement d'un continent, il faut bien ancrer le récepteur. On ne le tient pas à la main comme ça au-dessus de la tête, hein. On ancre le récepteur de manière très solide dans la roche, et vous voyez un pilier ici sur la droite de cette figure, et sur le sommet de ce pilier on peut deviner peut-être une espèce d'antenne, un disque. C'est un récepteur GPS, une antenne GPS plus spécifiquement, qui est là. C'est un site qui se trouve en Tanzanie et qui nous sert à mesurer le déplacement de la plaque Somalie en l'occurrence. Évidemment, ce genre de travail peut se faire, ne se fait qu'avec pas mal de main-d'œuvre, des étudiants. Là, j'illustre 2 étudiants qui travaillent avec moi sur un projet justement en Afrique de l'Est, sont des photos prises dans le Rift Est africain. Et quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on obtient au final? Eh bien, on obtient des positions. Je vous ai dit que le GPS était un appareil qui mesure des positions, et chaque jour, vous pouvez donc calculer la position, par exemple, du site qui est sur la figure en bas à gauche. Et vous pouvez donc dessiner sur un graphe les positions journalières de ce site en fonction du temps, et c'est ce que vous voyez en bas à droite. Vous voyez pour la composante nord-sud, la latitude du point, si vous voulez, la composante est-ouest ou la longitude de ce point. Vous voyez donc un cercle par jour depuis 2001 et jusqu'à 2007. Et vous voyez que la position de ce point change en fonction du temps. Elle change en fonction du temps. Vous voyez l'échelle à gauche sur l'axe des ordonnées, c'est de l'ordre de 100 mm, 10 cm. Eh bien, cela montre bien donc que le point en question est en train de bouger, et ça illustre le mouvement de la plaque tectonique qui le porte. Alors, ce déplacement, vous le voyez très bien ici sur ce graphe. Ce graphe, c'est ce qu'on appelle une série temporelle. Vous voyez qu'il est très linéaire. Le déplacement ne change pas avec le temps. La vitesse reste constante. Et la vitesse de déplacement de ce point, c'est bien sûr la pente des droites que vous voyez sur ces graphiques. Donc une autre manière de représenter le déplacement d'un point, maintenant, ça va être de le représenter avec une petite flèche, un vecteur, si vous voulez. C'est ce qu'on va voir sur la figure suivante. Alors, revenons à des choses plus concrètes ici, les déplacements mesurés par GPS.
On peut les représenter, comme je le disais, sous la forme de vecteurs. Vous voyez ces flèches, ou de flèches, hein, ces flèches rouges représentent les déplacements d'un certain nombre de points qui ont été suivis par GPS pendant des années et des années. Si vous regardez par exemple la flèche qui se trouve en Tanzanie ici, si vous voyez mon pointeur sur l'écran, c'est le site que j'illustrais dans mes diapositives précédentes. Et vous voyez que le GPS ici permet de montrer que ce site se déplace vers le nord-est à une vitesse, malheureusement j'ai oublié de mettre l'échelle sur cette carte, mais à une vitesse qui est en l'occurrence là de l'ordre de 2,5 cm par an. Alors la longueur des flèches évidemment est proportionnelle à la quantité à la vitesse de déplacement, et leur direction pointe dans la direction de mouvement du site. Donc vous multipliez ces mesures à l'échelle sur le globe entier, et vous pouvez voir finalement en temps quasi réel le déplacement des plaques tectoniques. Et on va prendre un exemple pour illustrer ça. Prenons l'exemple de la plaque Amérique du Nord. Vous voyez la plaque Amérique du Nord ici, que j'encercle avec mon pointeur. Cette plaque Amérique du Nord, vous voyez que les vitesses de déplacement mesurées par GPS sur cette plaque, eh bien, ils sont de plus en plus importants, les vitesses augmentent du sud vers le nord. Hein, en Floride, on a des petits vecteurs, et dans le Grand Nord canadien, on a des grands vecteurs. Vous voyez aussi que de l'est à l'ouest, la direction de mouvement change. Et vous voyez peut-être que ces vecteurs à l'est, ici, à Terre-Neuve par exemple, pointent vers le nord-ouest, alors que dans les Rocheuses, ici à l'ouest, ils pointent vers le sud-ouest. Vous voyez qu'il y a une espèce de rotation générale de la direction dans laquelle pointent ces vecteurs. Alors qu'est-ce que ça matérialise, ça? Eh bien, ça matérialise la rotation de la plaque Amérique du Nord. Vous savez que les plaques sont en rotation sur la sphère terrestre, et les flèches que vous voyez là et leur disposition, et le fait que la vitesse augmente quand on va vers le nord, eh bien, indique une rotation, montre la rotation de la plaque Amérique du Nord, et le pôle de rotation, où serait-il localisé, donc le point autour duquel cette plaque Amérique du Nord est en rotation, où serait-il localisé à votre avis, étant donné les flèches que vous voyez sur l'Amérique du Nord? Vous avez une idée? Il n'y a pas d'idée? Bien, il serait localisé quelque part vers le sud. En fait, le pôle de rotation, donc le point virtuel autour duquel tourne la plaque Amérique du Nord, il est quelque part dans l'océan Pacifique, au large de l'Amérique du Sud. Et vous imaginez donc que cette plaque est en rotation par rapport à un point situé dans le Pacifique, juste au sud de droit au sud de l'Amérique du Nord. Eh bien, les vitesses augmentent. Plus vous êtes loin du pôle de rotation, plus les vitesses augmentent, et plus vous en êtes proche, plus les vitesses diminuent. Alors, autre chose qu'on peut regarder ici aussi, c'est le mouvement relatif Amérique du Nord-Europe, hein, entre Brest et Terre-Neuve. Quel est le mouvement relatif? Là, vous voyez des mouvements absolus des plaques. Pour avoir le mouvement relatif entre Brest et Terre-Neuve, il faudrait prendre le vecteur rouge ici sur la Bretagne, et le vecteur rouge à Terre-Neuve, et faire la soustraction vectorielle de ces deux vecteurs, et vous auriez le déplacement au travers des mouvements relatifs Amérique du Nord, Europe, entre ces deux points. Et si vous faites cette opération, vous verrez que le mouvement, il est de l'ordre de 2 cm par an, donc une ouverture de 2 cm par an au travers de la ride médio-atlantique. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'avec le GPS, eh bien, on peut suivre de manière globale et continue le mouvement des plaques tectoniques. Eh bien, changeons un petit peu d'échelle maintenant et passons de l'échelle globale à une échelle régionale, et intéressons-nous à l'Asie. L'Asie est une zone sismique active, comme vous le savez certainement. Le séisme de magnitude 8 de l'année dernière, un séisme de magnitude 6,9 il y a quelques semaines seulement. Donc toute l'Asie, une grande partie de l'Asie se déforme et produit donc des séismes. Et vous savez sans doute, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant, la situation actuelle tectonique, géologique en Asie, le résultat
de la convergence entre l'Inde, si la position à gauche ici de l'Inde en bas à 70 millions d'années, il y a 70 millions d'années, donc convergence de l'Inde vers l'Eurasie, et l'Inde est rentrée en collision avec l'Eurasie il y a environ 40 millions d'années et continue à converger à une vitesse de l'ordre de 3 à 4 cm par an, continue à rentrer en collision avec l'Asie. Alors, cette position de l'Inde aujourd'hui ici, comme vous le voyez, elle a été modélisée par des collègues de l'Institut de physique du globe de Paris il y a maintenant un bon nombre d'années. Et leur idée, c'est que l'Inde agit comme un piston. Vous voyez le piston ici, matérialisé par cette pièce de métal. Un piston qui rentre en collision avec un matériau plus mou. Et ce matériau plus mou, c'est la plaque Eurasie qui est matérialisée dans cette expérience par de la pâte à modeler. Donc les bandes jaunes et grises que vous voyez, c'est de la pâte à modeler. Et donc ils ont fait l'expérience ici de poinçonner finalement ce bloc de pâte à modeler en simulant l'Inde. Et qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent que la pâte à modeler se casse et se déforme en avant du poinçon et que des blocs de pâte à modeler sont éjectés vers le côté, vers la droite. Ici, vous voyez un premier bloc ici, un deuxième bloc ici, un troisième bloc. Et vous voyez aussi qu'il y a des failles qui se sont développées puisque les bandes de pâte à modeler sont décalées les unes par rapport aux autres. Et j'utilise cette expérience pour faire l'analogie avec ce qui est observé. Vous voyez dans la figure du bas, vous voyez l'Inde en rose qui rentre en collision avec l'Asie et des blocs, le bloc Indochine, comme on l'appelle parfois en orangé, le bloc Chine du Sud en jaune ici, qui sont expulsés sur les côtés. Donc ces deux blocs, le bloc 1 et le bloc 2 ici, seraient les analogues des deux blocs à droite dans l'expérience en haut. Donc ça, c'est une collision active qui se poursuit de nos jours. Alors, si c'est vrai qu'elle se poursuit de nos jours, on aimerait bien savoir à quelle vitesse, et on aimerait bien quantifier ça un peu plus. Alors, est-ce qu'on peut le faire par GPS? Alors, regardons là ce que le GPS nous donne de nos jours. J'ai mis pour rappel à gauche l'expérience que je viens de décrire rapidement, et à droite, des résultats GPS en Asie. Les flèches ici vous montrent le déplacement d'un certain nombre de points de mesure distribués partout en Asie par rapport à la plaque Eurasie. Donc évidemment, les points qui sont tout au nord ici, situés sur la plaque Eurasie, ne bougent pas puisqu'ils sont sur la plaque de référence. Et vous voyez que des points situés en Inde se déplacent quasiment vers le nord, à une vitesse ici qui est de l'ordre de 3,5 cm par an. Vous voyez aussi que toute la façade est de l'Asie se déplace vers l'est, en fait vers le sud-est, un petit peu de la même manière que ce que prédit le modèle que vous voyez sur la gauche. Donc cette collision, ce rapprochement là, de l'Inde et de l'Eurasie résulte bien en une expulsion vers l'est de toute la façade est du continent asiatique. Donc là, un exemple simplement pour illustrer que ces processus de déformation à l'échelle d'un continent entier peuvent être mesurés, peuvent être suivis par GPS. Alors changeons d'échelle encore une fois, et maintenant regardons l'échelle, allons vers l'échelle des tremblements de terre, et après on essaiera de mettre tout ça ensemble. On va se déplacer maintenant vers la Californie, on va se déplacer vers la faille de San Andreas. Donc on se trouve dans l'ouest des États-Unis. La faille de San Andreas, qui est tracée ici en noir, représente la frontière de plaque entre la plaque Amérique du Nord à droite et la plaque Pacifique à gauche. Et cette faille de San Andreas est très visible dans la morphologie. On n'a pas besoin d'être géologue pour comprendre que sur la figure, sur la photo de droite, eh bien cette vallée très linéaire là, qui est comme un trait de couteau dans le paysage, c'est la faille de San Andreas, c'est une frontière de plaque. À droite, on est en Amérique du Nord, à gauche, on est sur la plaque Pacifique. Alors, maintenant, regardons ce qui se passe si on mesure par GPS les mouvements de la croûte terrestre, cette fois-ci plus à l'échelle de tout un continent, et certainement pas à l'échelle du globe entier, mais à l'échelle, on va dire, d'une centaine de kilomètres, de 200 kilomètres de part et d'autre de la faille de San Andreas. Alors, à gauche, vous voyez une figure qui est un petit peu difficile à lire parce qu'il y a plein de traits noirs. Alors, je vais vous montrer deux traits noirs importants sur cette figure, et les autres, vous pouvez les oublier. Le trait noir que je suis avec mon pointeur ici, c'est la côte de Californie du Sud.
Et on est ici dans la région de Los Angeles. Donc ça, c'est le trait de côte, le trait noir qui est quasiment le plus au sud et le plus à l'ouest. Et le deuxième trait noir important, c'est celui qui est quasiment au milieu de la figure, que je suis avec mon pointeur ici. Ça, c'est la faille de San Andreas. Tous les autres traits noirs, vous pouvez les oublier, ce sont des failles mineures. Donc des mesures GPS ont été faites pendant plusieurs années dans cette région, dans la région de Los Angeles, et les résultats ici sont montrés encore une fois sous la forme de vecteurs auxquels vous devez commencer maintenant à vous habituer. Les petites flèches qui sont associées à un triangle. Donc le triangle est le point de mesure et la flèche donne la direction et la quantité de déplacement. Ici, les mouvements sont exprimés par rapport à un point, le point qui s'appelle PVER, ici, qui est sur la péninsule de Palos Verdes, près de Los Angeles. Vous voyez ici, quand on finalement décrit simplement ces déplacements, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les déplacements augmentent de 0 ici à notre référence jusqu'à environ 35, alors quelle est l'échelle ici? À peu près 4 cm par an quand on est tout à fait au nord-est de l'image. Et vous voyez que cette augmentation des vitesses, elle est tout à fait graduelle. Vous voyez que même quand on passe la faille de San Andreas, quand on est ici au niveau de la faille de San Andreas, il y a plutôt quelque chose de tout à fait graduel. Alors maintenant, représentons ces vitesses de manière un peu différente sur un profil, c'est orange ou rose là, et on va projeter toutes les vitesses, la composante de ces vitesses sur cette coupe. Et c'est ce que vous voyez sur la figure de droite. Donc on a en abscisse la distance, 0 correspond à la faille de San Andreas, et donc vous voyez que les mesures sont faites de part et d'autre de la faille jusqu'à 200, 150 à 200 km. En ordonnée, placement mesuré par GPS de part et d'autre de la faille, et le 0 ici a été mis de manière à l'endroit où la paille traverse le profil. Et vous voyez, et donc les points, les petits carrés, oubliez les triangles pour le moment, mais les petits carrés. Et vous voyez que les mesures GPS nous montrent quoi? Eh bien, si on se place très loin de la faille, donc 200 km à gauche et 150 km à droite, le déplacement mesuré est de l'ordre de combien? On va ici de 15 à moins 25, donc 35 mm par an de déplacement. Par contre, maintenant, si on est très près de la faille, donc si vous prenez 2 points de mesure qui sont à quelques kilomètres seulement de la faille, le déplacement relatif entre un point qui est à gauche et un point qui est à droite de la faille est très faible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle de quelques dizaines d'années pendant lesquelles ces mesures ont été faites, il n'y a pas de mouvement sur la faille. La faille ne bouge pas. La faille est bloquée. Elle est complètement bloquée. Il n'y a pas eu de séisme dans cette période-là. Et la faille accumule tranquillement, inexorablement, de la déformation. Donc vous voyez que le mouvement des plaques est illustré par les déplacements des points qui sont aux extrémités de ce profil. Évidemment, ce mouvement il est constant. Et le reste au milieu, la croûte terrestre entre les deux extrémités de ce profil se déforme un peu comme un élastique qui résiste à la tension et qui résiste à la tension jusqu'à un certain moment, évidemment, où quelque chose va se passer. Ça, c'est le comportement typique des failles actives, des failles sismogéniques dans la croûte terrestre, et le GPS permet de mesurer cette propriété là, des failles tectoniques, qui est qu'elles sont bloquées la plupart du temps. Qu'est-ce qui se passe quand elles ne sont plus bloquées? Eh bien, là, maintenant, on change d'échelle. On reste toujours en Californie. En haut à droite, vous voyez une route qui a été décalée d'à peu près 1 mètre par un séisme qui a eu lieu en 92, magnitude 7.3, le séisme de Landers, qui a eu dans le désert californien. Et vous voyez que là, du coup, la faille a bougé. Ce n'est pas la faille de San Andreas en l'occurrence, mais peu importe, la faille a bougé. C'est inéluctable et on n'a pas besoin d'un GPS pour le voir. Quand on fait des mesures, maintenant, le même genre de profil GPS que celui que vous avez vu précédemment, mais maintenant fait après un séisme, qu'est-ce que l'on mesure cette fois-ci? Donc vous avez en bas
une figure similaire à celle que vous avez vue précédemment. Le 0 sur l'axe des abscisses, c'est le passage de la faille. Et vous avez ici, en ordonnée, le déplacement mesuré en millimètres. Vous voyez cette fois-ci, de manière très claire, qu'il y a un décalage. Cette fois-ci, il y a un mouvement au niveau de la faille. Il y a un mouvement au niveau de la faille qui est de l'ordre de moins 600, plus 300, quasiment 1 mètre ici, de déplacement. Ça, c'est un déplacement instantané qui a eu lieu lors du séisme. Et le séisme, en quelque sorte, est là pour rattraper la déformation accumulée pendant des dizaines et des dizaines d'années pendant que la faille était bloquée. Donc, pendant les séismes majeurs, une portion de faille lâche, la faille était bloquée, la faille lâche, et c'est ça que c'est ce mouvement, ce rebond qui génère les ondes sismiques, et ces ondes sismiques se propagent dans le sol et éventuellement peuvent causer des dégâts majeurs aux infrastructures qui ne sont pas préparées, comme on l'a vu de manière tragique en Haïti le 12 janvier dernier. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, le comportement de la croûte terrestre dans une zone frontière de plaques telle qu'on peut le mesurer par la géodésie spatiale, il nous montre finalement deux facettes, hein. C'est un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a la facette intersismique, qui est la facette Mr Hyde peut-être, où rien ne se passe, enfin peu de choses se passent, la faille est bloquée en surface. Alors, comment ça s'interprète ça de manière géophysique? Eh bien, ce que l'on pense, c'est que les premiers 15 km de la croûte terrestre, illustrés ici en gris, ces premiers 15 km se déforment de manière élastique, comme un gigantesque élastique très rigide. Ils sont soumis évidemment au mouvement inexorable des plaques tectoniques, mais la faille qui est ici au milieu du diagramme a suffisamment de résistance mécanique elle-même, il y a suffisamment de friction, si vous voulez, sur cette faille, pour qu'elle résiste au mouvement. Au-delà de 15 km de profondeur, les roches sont suffisamment chaudes pour qu'elles se déforment de manière ductile, qu'elles se déforment par un processus qu'on appelle fluage. Donc elles bougent, elles se déforment un peu comme de la pâte à modeler très fluide, et elles se déplacent sans causer de séisme, de manière asismique, on va dire. Donc c'est ce que vous voyez en profondeur ici, c'est un déplacement dans la zone orange qui est constant, qui est asismique. Et vous voyez que la partie superficielle ici accumule un certain retard par rapport à la partie plus profonde de la croûte terrestre. Et à un moment donné, on passe à la phase Dr Jekyll, à la phase cosismique, où la croûte terrestre, la partie supérieure de la croûte terrestre, rattrape le temps perdu, rattrape le déplacement perdu par un mouvement rapide, soudain, c'est le tremblement de terre. Donc il y a cette dualité là de comportement, le comportement intersismique qui est ce qu'on a mesuré dans la région de Los Angeles là, avec cette sigmoïde très continue, et puis de temps en temps la terre casse, et à ce moment-là on a des déplacements qui peuvent atteindre plusieurs mètres lors de séismes. Donc on a à la fois le mouvement lent et inexorable des plaques tectoniques et la réponse saccadée de temps en temps de la croûte terrestre par des tremblements de terre, par des séismes. Autre chose qu'on peut mesurer par GPS, et on change un petit peu de sujet, on sort un tout petit peu de la tectonique, mais je voulais vous montrer ça avant de conclure. Autre chose qu'on peut mesurer, ce sont les déplacements verticaux. Là, pendant toute cette présentation, on a parlé uniquement de déplacements horizontaux. Parce que les déplacements horizontaux, c'est l'essentiel de ce qui se passe quand on pense à la tectonique des plaques. Parce que aussi les séismes dont je vous ai parlé avaient uniquement ou essentiellement des déplacements verticaux, c'était des séismes en coulissage. Il se passe d'autres processus sur la Terre qui donnent lieu à des déplacements verticaux très importants qu'on peut mesurer par géodésie spatiale. Alors sur la figure en haut à gauche, là vous voyez des flèches, encore une fois des flèches, qui montrent, qui pointent soit vers le haut, soit vers le bas. Quand elles pointent vers le haut, ça veut dire que le déplacement mesuré par GPS au point de mesure, c'est un déplacement positif, donc le point monte, et les flèches jaunes montrent que le point descend, et vous voyez que les vitesses de déplacement peuvent atteindre plusieurs centimètres, quasiment jusqu'à 1 centimètre par an. Vous voyez que tout le nord de la figure, en gros tout le Canada, est en surréaction
donc monte à une vitesse qui atteint jusqu'à 1 cm par an dans la baie d'Hudson. La baie d'Hudson, c'est cette grande zone océanique ici au milieu du Canada. Alors que l'essentiel des États-Unis montre des flèches jaunes ici, donc descend, subside à une vitesse de quelques millimètres par an. Qu'est-ce qui explique ces observations? Qu'est-ce qui fait que là, le Canada est en train de monter à 1 cm par an, alors que les États-Unis sont à peu près stables ou descendent plutôt à quelques millimètres par an? Et le processus qui cause ce phénomène s'appelle le rebond post-glaciaire, et le même genre de processus est en action actuellement en Europe. Et ce que je viens de vous dire là sur la figure de gauche s'applique tout à fait à la Scandinavie. La Scandinavie est en surrection, c'est mesurable par géodésie spatiale aussi, et les taux de surrection sont aussi de l'ordre du centimètre par an. Et le processus physique qui cause ce phénomène, c'est la fonte des calottes glaciaires qui occupaient l'essentiel de ces territoires, donc de la Scandinavie, ou bien du Canada, ici du nord de l'Amérique du Nord, jusqu'à il y a environ 10 000 ans. Donc, si on regarde le diagramme de gauche, eh bien, on imagine une croûte terrestre qui se comporte à ces échelles de temps de manière élastique. Sur cette croûte terrestre, à un moment donné, le climat change et pose donc une calotte glaciaire. C'est ce qui est illustré en noir ici. Load, ça veut dire une charge. Donc vous construisez une calotte glaciaire qui a un poids, qui appuie sur la croûte élastique. Et le deuxième diagramme vous montre que la croûte élastique répond à cette charge en se plissant en quelque sorte avec une flexure vers le bas. À un certain moment, eh bien, le climat change à nouveau et de manière très rapide, la calotte glaciaire disparaît. On passe à la troisième figure. La glace fond et on arrive donc à la fin de la période glaciaire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la charge a disparu, donc la croûte terrestre élastique va rebondir et va reprendre sa position initiale. C'est le quatrième schéma sur la figure de droite. Et ce qu'on observe aujourd'hui en Amérique du Nord, et la même chose est valide en Europe, eh bien, c'est le rebond lent de la croûte terrestre, de la lithosphère terrestre, suite à la fonte des glaces, des calottes glaciaires qui occupaient ces territoires jusqu'à environ 10 millions d'années. Donc, je voulais quand même vous montrer un exemple de déplacement vertical mesuré par géodésie spatiale, et puis vous montrer aussi un exemple qui n'est pas seulement de la tectonique. Donc pour conclure, je dirais donc que la géodésie spatiale, et ce que je vous ai montré d'ailleurs de la géodésie spatiale est très partiel, parce que je n'ai parlé que du GPS. Il y a d'autres outils disponibles. Le GPS est un outil particulièrement versatile et facile d'emploi, on va dire, c'est pour ça que je l'utilise. Mais la géodésie spatiale, de manière générale, est un outil très précis qui permet de mesurer les déformations de la Terre à toutes les échelles. On peut s'intéresser aux déformations de la Terre à l'échelle globale, c'est la tectonique des plaques que j'ai illustrée avec la figure du globe et des plaques qui bougent dans différentes directions, jusqu'à celle d'un séisme, donc à l'échelle de temps de quelques secondes et à une échelle spatiale de quelques dizaines de kilomètres. Il y a d'autres outils, de nouveaux outils qui arrivent et qui se joignent à la panoplie du géophysicien, d'autres outils de géodésie spatiale dont je n'ai pas parlé, l'interférométrie radar, ce qu'on appelle INSAR, Galileo, le GPS européen, etc. Donc on est vraiment à une période très très riche en ce qui concerne l'acquisition de données, en ce qui concerne le développement de technologies pour mesurer la Terre, pour suivre les déformations de la Terre. Et c'est surtout, je pense, votre génération d'étudiants qui est très bien placée pour pouvoir bénéficier de ce genre de développement technologique. Et j'espère que certains d'entre vous, peut-être, seront intéressés à ce type de recherche. Et sachez que si c'est le cas, vous aurez à votre disposition des outils dans les années à venir absolument spectaculaires, bien au-delà encore de ce qu'on utilise à l'heure actuelle, simplement du GPS. Et toutes ces techniques sont particulièrement puissantes pour répondre à des questions qui sont à la fois fondamentales. Donc les questions que moi je me pose, ce sont des questions sur les mécanismes physiques. Qu'est-ce qui fait que les plaques bougent, les plaques tectoniques bougent comme elles bougent? Qu'est-ce qui fait que les séismes ont lieu quand ils ont lieu et là où ils ont lieu? Donc la mesure, telle que je vous l'ai montrée, est pas
pour comprendre ces processus, mais c'est le début, c'est l'observation, on va dire, du phénomène. Après, il y a tout un tas de considérations théoriques à prendre en compte pour pouvoir expliquer ces observations que je vous ai montrées. Et une dernière chose qui est particulièrement importante aussi, c'est que, j'en ai pas parlé beaucoup pendant cette conférence, et que toutes ces mesures, au-delà de l'aspect fondamental, compréhension des mécanismes physiques, ont un rôle très important à jouer pour l'évaluation du risque sismique. Le GPS est un des outils au service de l'évaluation du risque sismique. C'est un des outils qui permettent de comprendre le degré de menace, de quantifier le degré de menace auquel est soumise une zone de déformation, par exemple la zone de Los Angeles, ou par exemple le sud de la France, le sud-est de la France, dans lequel il y a eu quelques séismes importants dans le passé. Donc on peut, à partir de ces mesures, mieux comprendre et mieux quantifier le risque sismique. C'est une autre avenue d'utilisation pour les résultats, les données de géodésie spatiale. Voilà, j'en reste là. Donc j'ai été un petit peu long et puis on a eu quelques coupures techniques, mais je pense qu'il y a peut-être quelques questions. C'est ça, Hervé, je te rends la main.